France 24 et RFI présente Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour Ici l'Europe sur France 24 et sur RFI. Au programme cette semaine dans notre partie débat, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ainsi que la réponse des 27 à la fois aux demandes de Kiev et au conflit en lui-même et donc à l'agression russe. Nous nous demanderons d'ailleurs à cette occasion si l'Europe est à la hauteur. Aujourd'hui, nous recevons une personne qui, dans le contexte ukrainien, va avoir fort à faire dans les prochaines heures, les prochaines semaines. Nathalie Loiseau, vous êtes une eurodéputée française, eurodéputée Renaissance. Vous êtes aussi et surtout la présidente de la sous-commission sécurité-défense du Parlement européen. Une thématique qui, actualité oblige, s'invite de nouveau à l'agenda des 27. Nathalie Loiseau, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'équipe Europe du président Macron. Vous avez d'abord été secrétaire d'État aux affaires européennes. En 2019, vous dirigez la liste En Marche aux élections européennes. Une fois élu, vous participez à la construction de ce nouveau groupe centriste Renew que vous dirigez brièvement. Auparavant, vous avez effectué quasiment toute votre carrière au Quai d'Orsay, diplomate à Washington, ambassadeur à Dakar. Votre marque de fabrique, un franc-parler qui fait souvent les délices de la presse. Alors justement, on va voir ça avec vous, Nathalie Loiseau. Après avoir une nouvelle fois parlé avec Vladimir Poutine, le président Macron estime que le pire est à venir. Alors vous étiez en Ukraine il y a encore quelques semaines. Ce vendredi, l'armée russe a saisi la centrale nucléaire de Zaporijia. C'est quoi pour vous le pire finalement? C'est ça, c'est cette menace nucléaire? Alors, le pire, c'est déjà ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une guerre d'invasion, une guerre où il est possible que des crimes de guerre soient en train d'être commis, des zones résidentielles qui sont bombardées dans beaucoup de villes ukrainiennes. Regardez ce qui se passe à Kharkiv. On nous avait dit, les Russes avaient prétendu qu'ils se rendaient en Ukraine pour défendre les Ukrainiens russophones. Kharkiv est la ville la plus russophone de toute l'Ukraine et elle est atrocement bombardée. Sur Zaporijia, j'étais à Zaporijia il y a quelques jours, c'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Les troupes russes ont tiré sur un bâtiment, heureusement c'était un bâtiment administratif, mais à l'intérieur du site de la centrale nucléaire. On se rend compte de la folie. Il y a un principe qui est qu'on ne tire jamais sur une centrale nucléaire. Alors, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a fait une conférence de presse à la fois pour rassurer un peu tout le monde, pour dire aucun réacteur n'a été touché, il n'y a pas de fuite radioactive à Zaporijia, mais il a aussi proposé de se rendre à Tchernobyl pour discuter avec Russes et Ukrainiens sur le plein respect de ce principe. On ne touche pas à une centrale nucléaire. Les Russes l'ont fait, ils ont pris un risque considérable. Les Ukrainiens, de manière absolument remarquable, depuis le début du conflit, font tout pour assurer la sécurité et la sûreté de leur centrale. Mais il faut arrêter de jouer avec le feu, en particulier le feu nucléaire. Alors, cette guerre, Nathalie Loiseau, elle horrifie l'Europe, elle l'a saisie, elle l'a aussi réveillée, elle a réveillé l'Europe de la défense avec des livraisons d'armes par des États membres de l'Union, mais aussi décidées au nom des 27. C'est tout à fait inédit. Le président Zelensky demande aujourd'hui beaucoup plus, il demande la fermeture du ciel ukrainien. L'Europe pourra-t-elle aller jusque-là? Alors, vous avez raison de dire que s'agissant des livraisons d'armes, par l'Union européenne, c'est un tournant historique, quelque chose pour lequel je plaidais depuis très longtemps. Et il a fallu une guerre pour que l'Europe s'aperçoive qu'elle devait faire plus en matière de défense. Ça faisait longtemps que je disais, on ne répare pas son toit quand il pleut, on le répare quand il fait beau, et donc nous devons apprendre à utiliser les outils de la puissance. Finalement, on a attendu une guerre pour le faire, mais je salue l'avancée historique qui vient d'avoir lieu. Le président Zelensky, les Ukrainiens demandent une zone de non-survol au-dessus de l'Ukraine. Cela ferait de nous
nous, Européens ou nous, membres de l'OTAN, des co-belligérants dans la guerre d'Ukraine. Nous n'avons pas souhaité être co-belligérants. Ce que nous souhaitons, c'est que la guerre s'arrête le plus vite possible. C'est la raison pour laquelle nous allions à la fois une très grande fermeté avec des sanctions sans précédent à l'égard de la Russie, un très grand soutien à l'Ukraine avec l'envoi d'armes pour aider une population qui est menacée à se défendre, mais aussi le maintien du canal diplomatique, aussi peu gratifiant soit-il. Emmanuel Macron continue de parler avec Vladimir Poutine. Il espère avoir obtenu la mise en place de corridors humanitaires. Et tout notre objectif, c'est que les Russes comprennent qu'ils ont tout à perdre et rien à gagner à poursuivre cette guerre. Nathalie Loiseau, vous avez évoqué dans un tweet l'Europe devenant une puissance militaire avec cette guerre en Ukraine. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que concrètement, on en est encore un peu loin, non? L'Europe est-elle devenue réellement une puissance militaire ou une puissance militaire en devenir? C'est toujours un vieux débat, hein. Quand je parle d'Europe puissance, c'est la capacité que nous avons eue à 27, à l'unanimité, à décider de sanctions sans précédent, à décider de fermer des chaînes qui ne sont pas des chaînes d'information, RT et Sputnik, ce sont des armes de propagande pendant une guerre. Toutes ces décisions ont été prises à l'unanimité et c'est la même chose sur la livraison d'armes. C'est considérable. Ce qui est considérable aussi, c'est le changement de pied de l'Allemagne, qui jusqu'à très récemment ne voulait pas livrer d'armes à l'Ukraine, qui ne voulait pas augmenter son budget de défense et qui a aujourd'hui compris que le monde avait changé. Un député allemand me disait il y a quelques jours, l'Allemagne ne change pas de position au gré des gouvernements, elle change de position au gré des événements. Et les événements qui viennent de se dérouler vont changer l'Allemagne. Je pense qu'on en est à l'an 1 de la défense européenne. Je le souhaite, non pas par souci guerrier ou agressif, mais nous avons besoin de tous les outils pour nous défendre, pour défendre notre modèle européen, pour défendre nos libertés, pour défendre les démocraties. C'est ce qui est attaqué aujourd'hui en Ukraine. Les Ukrainiens ne sont pas attaqués pour ce qu'ils ont fait, puisqu'ils n'ont menacé personne, ils n'ont agressé personne, ils sont attaqués pour ce qu'ils sont. Ils ont choisi la démocratie, ils ont choisi de se tourner vers l'Europe, et c'est ça qui est insupportable à Vladimir Poutine. Je ne suis pas sûre que ce soit insupportable au peuple russe, et je ne suis pas sûre que Vladimir Poutine s'exprime et agisse au nom du peuple russe en faisant ce qu'il fait. Alors vous l'avez évoqué, donc l'Allemagne prend conscience en tout cas de cet engagement et des faiblesses. Il y a le chancelier allemand qui veut réarmer notamment la Bundeswehr. La France, première armée de l'Union, est souvent en pointe pour l'Europe de la défense, semble elle aussi pas forcément en point. C'est en tout cas ce qui ressort d'un rapport parlementaire. La France ne serait pas capable de soutenir dans la durée une guerre conventionnelle de haute intensité comme en Ukraine. C'est ce qui ressort de ce rapport. Est-ce que tout cela, eh bien, ça vous inquiète? Alors, première chose, la France est au rendez-vous de la solidarité européenne puisque nous envoyons davantage de troupes dans les pays baltes et en Roumanie. C'est la France, au nom de l'OTAN, qui pilote la présence renforcée de l'OTAN en Roumanie avec des troupes au sol, mais aussi avec des survols. Et vous l'avez sans doute entendu, le porte-avions Charles de Gaulle se rapproche de la Roumanie. Donc cette solidarité entre Européens, elle est indispensable. Ensuite, ma réponse aux inquiétudes que vous exprimez, c'est l'échelon européen qui peut nous permettre de résister et de défendre nos territoires face à des comportements agressifs comme celui de la Russie aujourd'hui. Il n'y a pas une nation européenne seule qui soit un grand pays qui pourrait se défendre totalement seul. C'est une question d'alliance, c'est une question de solidarité et c'est une question de mise en commun de nos capacités. Alors, on voit qu'effectivement, pas un pays européen ne pourrait se défendre seul, mais on a envie de dire aussi que les 27 ne pourraient pas se défendre sans les États-Unis. C'est ce qui ressort de ce retard pris dans les investissements de la défense. Est-ce que ça aussi, cette guerre joue ce rôle d'accélérateur, mais aujourd'hui, c'est toujours l'OTAN qui est, en dernier recours, qui assure la défense de l'Europe? Nous n'avons jamais dit le contraire et quand Emmanuel Macron avait alerté sur une OTAN en état de mort cérébrale, ça n'était pas du tout pour s'en réjouir, c'était pour la réveiller.
elle s'est réveillée. Les États-Unis, qui ne voulaient plus, en gros, se consacrer qu'au pivot vers le Pacifique et à leur rivalité avec la Chine, s'aperçoivent que la Russie n'est pas le partenaire stable et prévisible qu'ils espéraient. L'OTAN se réveille, c'est une bonne chose, mais ne mettons pas tous nos œufs dans le panier de l'OTAN. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous ne savons pas qui sera président aux États-Unis après Joe Biden, et nous nous souvenons de ce que c'était que la présidence de Donald Trump. Aussi parce que nous ne pouvons pas en permanence sous-traiter notre sécurité à d'autres qu'à nous-mêmes. Et puis parce qu'il y a des sujets aujourd'hui très actuels dans la crise que nous traversons, qui sont les sujets de cyberattaque, qui sont les sujets de protection des câbles sous-marins qui nous permettent nos télécommunications. Ces sujets-là, il faut que l'Europe elle-même soit capable de les prendre en main, et ce sont aussi des sujets de défense européenne. C'est pour ça que ce qu'on a appelé la boussole stratégique, un livre blanc sur la défense européenne, est en cours d'adoption au niveau des 27. Il devrait être adopté fin mars sous présidence française de l'Union européenne. Autant vous dire que naturellement, avec la crise que nous traversons, nous sommes en train de le renforcer, mais il y a une vraie dimension européenne à être capable de porter pour nous-mêmes et pour être aussi le pilier européen de l'OTAN. Tout ça est parfaitement compatible, cohérent et pas du tout contradictoire. Nathalie Loiseau, justement, la France appelait depuis longtemps de ses voeux une armée européenne. Est-ce que ce conflit, finalement, il change la donne? Ce conflit est un réveil pour nous tous, comme l'était déjà le retrait américain d'Afghanistan. Et déjà, les Européens avaient compris qu'ils ne pourraient pas toujours se reposer sur le parapluie américain destiné à tout faire. Quand on entend l'Allemagne dire qu'elle va augmenter ses dépenses de défense, quand on voit aujourd'hui les réflexions autour de la Suède et de la Finlande, qui ne sont pas membres de l'OTAN et qui sont directement menacés par Vladimir Poutine, on voit bien que l'heure de la défense européenne a sonné. Pas pour se lancer dans un aventurisme militaire, pas pour une Europe agressive, mais si notre Europe, nous voulons la défendre, si nous voulons défendre ce que nous sommes, aujourd'hui, nous devons avoir les moyens, les outils pour nous faire respecter. Alors, l'Ukraine, aujourd'hui, cette semaine, a exprimé aussi son souhait d'adhérer d'une façon très rapide à l'Union européenne. Et c'est au Parlement européen que le président Zelensky a exprimé cette demande, un moment très fort. Nathalie Loiseau, il me semble que vous êtes favorable à cette adhésion de l'Union européenne, à l'Union européenne de l'Ukraine. Mais évidemment, cette demande, elle a créé un appel d'air. Et on voit aujourd'hui que la Géorgie a exactement la même demande parce qu'elle est un peu dans la même situation avec une partie de son territoire qui est occupée par l'armée russe. Alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes aussi favorable à ces autres demandes émanant des ex-républiques soviétiques? Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? On parle de quelque chose que la Géorgie, que l'Ukraine et que la Moldavie demandent déjà en réalité. Ça n'est pas nouveau qu'ils souhaitent rejoindre l'Union européenne, ils le disent depuis longtemps, ils le disent même depuis 2014 en Ukraine, et c'est depuis qu'ils l'ont dit que Vladimir Poutine, quelque part, persécute l'Ukraine. L'annexion, la Crimée, la déstabilisation du Donbass, ce sont, de la part de Vladimir Poutine, des efforts pour essayer de retenir, malgré lui, un pays qui, lui, veut rejoindre l'Europe. Nous devons être au rendez-vous de cet espoir. Nous avons des gens qui, aujourd'hui, se battent parce qu'ils veulent être européens. Est-ce que vous vous rendez compte la puissance d'attraction? Est-ce que vous vous rendez compte la chance qui est la nôtre, nous, Européens, et des gens aujourd'hui qui se battent et qui meurent pour nous? Est-ce que nous pouvons rester sourds à cet appel? Évidemment non. Qu'est-ce que Volodymyr Zelensky a fait en pleine guerre, dans un bunker, signer une demande pour pouvoir être considéré comme candidat? Il nous dit simplement « Entendez-moi quand je vous dis que mon peuple veut vous rejoindre ». Ce n'est pas grand-chose qu'il demande, c'est aux 27 chefs d'État et de gouvernement de lui répondre. Je souhaite qu'il réponde oui. J'ai parfaitement conscience que une négociation d'adhésion prend des années, parfois des décennies. Regardez ce qui est advenu de la Turquie, regardez les négociations avec les Balkans. Mais là, nous avons des gens qui se battent parce qu'ils se sentent européens. Ne pas l'entendre, ce serait non seulement une faute morale, mais ce serait ne même pas croire en nous-mêmes. Bien sûr que ça prendra des années. Il faudra que l'Ukraine change, il faudra aussi que l'Union européenne change. Tout le monde a beaucoup de travail. Mais on ne peut pas dire à des gens qui nous disent « nous sommes européens »,
On ne peut pas dire excusez-nous, nous regardons ailleurs. Alors Nathalie Loiseau, on l'a bien compris, il s'agit d'un combat pour nos valeurs. Et Emmanuel Macron continue dans ce contexte à parler avec Vladimir Poutine. On a beaucoup parlé de défense, mais l'heure est-elle encore à la diplomatie? Est-ce que ça fait toujours partie d'une possible solution ou de la solution? Il faudra que les armes se taisent, il faudra que la guerre s'arrête et il faudra que quelqu'un ait fait l'effort de parler sans arrêt à Vladimir Poutine pour pouvoir réussir à le convaincre. Ce que fait Emmanuel Macron, croyez-moi, c'est tout sauf gratifiant. Parler à quelqu'un qui semble croire à ses propres mensonges, qui parle de dénazifier l'Ukraine alors que l'Ukraine a fait le choix de la démocratie depuis de très nombreuses années. Quelqu'un qui parle de menace nucléaire de l'Europe vis-à-vis de la Russie, c'est extrêmement compliqué. Mais il faut maintenir ce canal de dialogue, d'abord pour obtenir des acquis aussi minces soient-ils en matière humanitaire. Et puis si Vladimir Poutine peut être convaincu qu'il a tout à perdre dans la guerre, il faut qu'il puisse le dire à quelqu'un, et ce quelqu'un sera Emmanuel Macron. Merci à vous, Nathalie Loiseau, d'avoir été notre invitée. Le drame, le conflit ukrainien, il en sera question dans un instant avec ma consoeur de Public Sénat, Marie Brémaud. Nous en parlerons avec 3 autres députés européens. À tout de suite. Nathalie Loiseau, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à nos téléspectateurs et auditeurs de leur fidélité sur France 24 et RFI.